Dans Lady vous écoute, nous parlons des droits des enfants, un sujet à tiroir parce qu'il y a beaucoup de sujets, mais nous allons, nous, à l'intérieur de ce sujet-là, nous focaliser sur un aspect dont on parle peu, c'est la place des pères, avec un monsieur sur le plateau et deux dames. Ensemble, nous les recevons. Stéphane Ditchev, bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général de Mouvement de la condition paternelle. On a souvent parlé de condition féminine et en réalité, il y avait donc un pendant à cela. Merci d'avoir accepté notre invitation. Si je dis que vous n'êtes pas Astérix, vous ne m'en voudrez pas. À ma droite, tout double vêtue, Nathalie Novou. Bonjour Nathalie. Bonjour. Vous êtes de l'association des parents d'élèves, vous êtes maman, donc merci d'avoir accepté notre invitation. Et Zarianti Soa. Bonjour Zarianti. Bonjour. Présidente de Freedom Perle Urbaine, ancienne élue à Neuilly-sur-Marne. Merci de venir nous parler de vos engagements respectifs. Monsieur, vous avez la parole. Voulez-vous succinctement nous présenter ce mouvement de la condition paternelle ? Ben effectivement, comme vous le disiez un petit peu, nous existons depuis 1974, c'est l'époque où il y a eu un premier secrétariat d'État à la condition féminine. C'est pour ça qu'à l'époque, les gens ont dû appeler ça condition paternelle, c'est devenu une association. C'est devenu une association donc, qui regroupe, on va dire, principalement, mais pas en totalité, principalement des pères qui veulent continuer à être pleinement présents après une séparation. Après, on aborde plein d'autres choses. Et puis, on reçoit aussi des mères qui sont dans la même situation, je dirais presque par exception. Alors, vous recevez des mères, mais le fait que vous ayez cet intitulé comme dénomination, est-ce que ça n'est pas exclusif, néanmoins ? Il faudrait leur demander, je ne pense pas. L'histoire en France fait que ce sont les pères qui sont exclus en quasi-totalité. Donc on essaye d'accueillir les gens, de trouver des pistes de réflexion, de travail. Et dans ce sens-là, avec tout ce qu'on peut connaître, on est tout à fait capable de recevoir les mères sur les mêmes questions. Et les enfants dans tout cela, madame? Quel est votre avis sur l'existence d'une telle structure depuis de si nombreuses années? D'ailleurs, en aviez-vous connaissance? J'en avais connaissance, pas spécifiquement de celle-ci, mais je sais qu'il y a des papas qui se rassemblent parce que justement, ils vivent très mal le fait de ne plus pouvoir voir leurs enfants. Et je comprends tout à fait, parce qu'on est des parents avant tout. Alors c'est vrai que moi, je suis une maman, mais je comprends absolument qu'un père puisse demander à continuer à voir ses enfants. Oui. Pour les enfants, puisque votre question, c'était les enfants dans tout ça. Je pense que les enfants n'ont pas à payer, à faire les frais des conflits des adultes. Malheureusement, c'est trop souvent le cas. Vous avez à cœur aussi la question de l'éducation, de l'accès à l'éducation des enfants. C'est bien ce que vous nous avez confié en préparant cette émission. Tout à fait. Alors moi, je fais partie d'une association de parents d'élèves qui est une fédération très vaste dans toute la France. Et moi, mes enfants sont dans un collège du 20e, et aussi dans un lycée du 19e. Donc, en tant que représentante de parents, je participe au conseil de classe et où, justement, nous parlons des enfants, spécifiquement de leur travail scolaire. Mais autour du travail scolaire, il y a tout le reste de la vie de l'enfant. Hélas, on est dans le cadre scolaire et souvent, l'école n'a pas les moyens de traiter la globalité des situations. Je vous dis ça parce que par rapport à l'association de monsieur, je vois souvent des enfants, justement, qui ont des problèmes autres que scolaires et qui ont un impact sur leur scolarité, notamment des enfants qui sont pris dans ces conflits entre les parents, qui ne peuvent plus voir leur père, par exemple, ou dont les parents sont tout le temps dans une mésentente telle que l'enfant en pâtit. Et souvent, l'école dit, mais nous, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire, même si ça se répercute sur le rendement scolaire. Oui. Alors, Zarianti, c'est cadeau pour vous, tout cela, où ce que nous nous trouvons, nous nous situons à mi-chemin entre l'engagement, le témoignage, vous avez carte blanche. Alors, moi, ce que je voulais dire, c'est que aujourd'hui, il y a des systèmes qui permettent de protéger les enfants. Il y a un guide déjà que le ministère avait mis en place, ou qu'a mis en place, qui est l'autorité parentale et l'école. Mais malheureusement, les professeurs, les instituteurs ne sont pas au courant. Et quand on les informe, en général, ils le prennent très mal. Parce qu'ils ont l'impression qu'on s'introduit dans quelque chose qui les empêche un peu à, comment dire,
à travailler, si je peux permettre de le dire comme ça. Et je pense que ce guide, en plus, n'est plus approprié à la situation d'aujourd'hui. Parce que quand on se marie, c'est très beau, tout le monde est content. Quand on divorce, ce qu'on constate, c'est qu'on pense que ça va très bien se passer pour tout le monde. Mais malheureusement, non, on ne pense pas ce côté négatif. On pense toujours que bon, les parents, comme ils ont mis les enfants au monde, ils vont s'entendre parce qu'ils ont élevé les enfants ensemble, parce que dans l'intérêt de l'enfant, on va faire en sorte que ça se passe bien. Mais en général, il y en a toujours un qui ne supporte pas la séparation. Et malheureusement, c'est toujours celui qui a la garde de l'enfant qui parfois subit énormément de l'autre parent qui n'accepte pas la séparation. Et dans ces moments-là, et aujourd'hui d'ailleurs, les pères comme les mères subissent les mêmes choses. Quand l'un des deux n'accepte pas la séparation. Et en même temps, les enfants, c'est très très dur. Parce qu'on a beau leur dire que ce sont des histoires d'adultes qui sont concernés, mais il ne faut pas qu'ils le prennent à cœur, que c'est aux parents de régler ça. Mais malheureusement, ce sont des enfants, ils absorbent tout. Et en même temps, parfois, l'un des parents, là, je ne veux pas aujourd'hui qu'on accuse les pères ou les mères, parce que les deux vivent la même chose quand ils ont la garde des enfants. Parce que moi-même, je vis aussi la même chose, parce que je suis divorcée 2 fois, je me permets de le dire. Et maman de 6 enfants. Et maman de 6 enfants. Et ça se passe très difficilement avec les pères. Donc, je comprends. Et justement, j'ai parlé avec monsieur en lui disant que ça serait bien que l'on travaille tous ensemble. Et en travaillant ensemble, en portant monter un guide qui permet justement de mettre en avant le droit de ses enfants. Parce que moi, je vais vous donner une anecdote. J'ai une fille, à l'époque, elle avait 13 ans. Ça se passait très très mal avec son père. Et on m'a dit, il faut faire un signalement. On a fait le signalement. On est allé au commissariat. Non, mais c'était assez compliqué. Je ne peux pas détailler parce que sinon on va mettre des heures. Parce qu'on n'aurait pas complètement le temps. Il faut faire un signalement. Donc on est allé au commissariat et en fait on pensait que c'était les enfants qui allaient expliquer les choses parce que ce sont les enfants qui vivent les choses. Moi, j'étais pas présente quand les choses sont passées. Donc dans ma tête, c'est que les policiers allaient poser des questions aux enfants. Ben, en fait, non. Ils n'ont pas posé les questions aux enfants. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ma fille de 13 ans, elle s'est fâchée en disant « Je ne comprends pas. C'est moi qui vis les choses et on ne veut pas m'entendre. » Là, encore une fois, autre chose, il me semble, après peut-être que vous pouvez compléter, qu'à partir de 11-12 ans, les enfants peuvent, à ce qui paraît, parler aux juges, s'exprimer au niveau des juges. Et malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Bon, alors, je voudrais vous redonner la parole. Je rappelle donc que vous êtes le secrétaire général du mouvement de la condition paternelle. Il y a un petit dépliant qui indique ce que vous proposez. C'est un lieu d'accueil, un lieu d'expérience, un lieu de réflexion, un lieu d'action aussi, examen des situations personnelles des adhérents, lieu d'information et de documentation. Alors, à mi-chemin de ce que vous avez entendu de la part de madame qui est membre de l'association de parents d'élèves sur la scolarité des enfants, qui est tributaire aussi de la situation familiale des enfants, le père, la mère, la séparation, est-ce que madame vient de nous décrire que peut proposer l'association de manière concrète et immédiate? C'est très simple. Il y a une sorte de discordance entre les lois générales, le code civil, qui inclut l'autorité parentale, et les pratiques des écoles ou d'autres institutions, parce qu'on pourrait dire pareil pour les crèches ou d'autres institutions. Et c'est vrai que beaucoup d'institutions n'ont pas encore intégré l'idée simple pourtant que l'enfant a besoin des 2 parents. Nous, on l'affirme clairement, ça devrait être un droit reconnu. Eh bien, c'est pas tout à fait écrit comme ça dans la loi, même si l'autorité parentale le dit un petit peu. Et puis à l'école, c'est vrai que les enseignants, c'est pas des juristes, ils sont pas là pour ça, ils sont dépassés par ce que vous aviez évoqué tout à l'heure, par les conflits entre les 2 parents qui pèsent sur les enfants sont coincés et ça se répercute sur la scolarité, oui. Alors les enseignants, ils devraient pas être là pour cela. Nous, ce qu'on voit, c'est comment résorber les conflits durs. Je pense qu'il faut que la loi soit plus stricte quant à l'égalité de droit. Et puis aussi, il faut peut-être valoriser d'autres façons d'être en relation plutôt que d'aller sans arrêt, excusez-moi, je ne connais pas l'histoire, sans arrêt, soit vers les policiers, soit vers les juges, soit vers les avocats. Pour nous, le plus simple, c'est que les 2 parents soient vraiment en face à face
et qu'ils arrivent à éliminer un petit peu les tensions dont vous évoquez toutes les deux. Pour cela, on a presque inventé, il y a maintenant longtemps, il y a une trentaine d'années, mais maintenant quelque chose qui fonctionne, c'est la médiation familiale. C'est-à-dire une sorte de processus, un lieu où les deux parents peuvent se rencontrer pour discuter, pour palabrer, si vous voulez. Indépendamment de des recours, des démarches difficiles, qu'il faut peut-être maintenir dans les cas extrêmes. Mais la plupart du temps, on voit que si les enfants sont piégés, ça se répercute à l'école, mais pas seulement. Si les enfants sont piégés, c'est qu'ils sont piégés par le manque des discussions des deux parents, ou alors des fois des discussions un petit peu trop fortes, quoi. Donc le rétablissement de la communication dans une égalité de droit, et si c'est difficile pour chacun de nous, eh bien c'est peut-être plus facile avec un professionnel qui est qualifié, qui est là pour ça maintenant, qui existe depuis quelques années. Il y a même un cursus de formation, c'est un diplôme d'État qui correspond à la médiation familiale, qui est bien utile. Alors, je reprends cette expression de palabre, mais de fait, c'est quand même à travers et avec la discussion qu'on peut régler beaucoup de choses. Quand il n'y a pas de discussion, quand les parents se tournent le dos, on peut s'attendre au pire. Alors, nous avons intitulé ce sujet « Les droits des enfants ». Les enfants ont le droit d'aller à l'école, ils ont le droit d'avoir leurs deux parents aussi, le père autant que la mère, quelles que soient les configurations, ensemble, séparés. Ils ont le droit d'avoir un avis sur ce qui les concerne, c'est un peu ce que vous évoquiez tout à l'heure. Des fois, les parents prennent des décisions à la place des enfants, ou tout au moins sans associer les enfants, sans leur donner, sans partager avec eux ce qui les concerne. Vous étiez mitigée, madame, tout à l'heure, sur la médiation. Oui, parce que ce que j'entends là, si on en est à la médiation, c'est qu'on est arrivé à un point où la communication est bloquée, voire impossible. Et moi, quand j'entends tout ça, en tout cas, en tant que maman, en tant que parent, je me dis, il y a beaucoup de choses compliquées sur cette terre, mais l'exercice parental, c'est une des choses les plus complexes que je connaisse. C'est-à-dire que pour être parent, c'est pour ça qu'en même temps, bien avant la médiation, un petit peu dans le sens de ce que disait Zari sur un guide au moment du mariage, il faudrait presque un accompagnement à la parentalité. Dès le départ, il y a une préparation à l'accouchement. Et même avant d'avoir des enfants, apprendre à être parent, et avant de commencer à le devenir. Exagérons à peine. À peine, mais il y a peut-être des personnes qui n'ont pas envie de vivre cette aventure d'être parent. Mais par contre, à partir du moment où on a un enfant, où on a décidé d'avoir un enfant, je trouve que l'accompagnement à la parentalité, parce qu'il n'y a pas de formation, donc on apprend sur le tas, mais sur le tas, des fois, les enfants font... les frais. Oui, alors, c'est les parents qui font les enfants, mais ce sont les enfants qui font de ces individus des parents. Tout à fait. Et le premier, je crois que si on interroge les premiers des fratries, vous en parleront très bien. C'est-à-dire qu'avec eux, on a appris. Ils ont fait qu'on est devenus parents, mais on a appris avec eux, et on fait peut-être pas tout à fait pareil pour le deuxième. Mais donc, on a appris ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas faire. Alors, tout de même, sur un point, vous, en tant que membre d'une association de parents d'élèves, est-ce que le fait, cette revendication des pères que l'on peut entendre de manière intellectuelle, est-ce que dans la pratique, n'est-elle pas plombée par le fait que, quand bien même le couple est ensemble, auprès des enfants, dans la question de la scolarité, ce sont souvent les mamans qui sont en première ligne. Donc, on peut à peine s'étonner qu'au moment où les parents ne sont plus ensemble, le père, tout d'un coup, dise « je monte au filet ». Ah oui, donc il pouvait avant. Le fait est que nous sommes majoritairement des femmes, comme dans toutes les professions, de l'éducation, de la santé. Et par exemple, dans mon association de parents, il y a deux hommes et le reste, ce sont des mamans. Zarianti. Oui. Monsieur, rebondissez. C'était cadeau pour vous. En fait. Oui, parce que de fait, vous avez raison. Alors, vous savez, quand on discute avec les enseignants, ou même vous, dans les associations de parents d'élèves, on s'aperçoit que, surtout dans les grandes villes, dans beaucoup de classes, plus de la moitié des enfants sont des enfants de parents divorcés. Comme vous le disiez, dans
j'exagère un peu, dans la quasi-totalité des cas, les enfants sont confiés à la mère. Donc c'est logique qu'on retrouve les mères dans les associations de parents d'élèves. Notre association existe depuis 40 ans. 40 ans, un peu plus d'ailleurs. Depuis 40 ans, c'est-à-dire depuis le moment, dans le début des années 70, le moment où on est passé de familles où pratiquement tout le monde était marié, en gros, à des familles à monoparentales. des familles où les séparations se sont multipliées. Peut-être, mais où tout s'est multiplié au niveau des chiffres. Or, dans les années 70 et les années 80, si vous voulez même encore, on rencontrait beaucoup de pères dans les associations de parents d'élèves. Beaucoup. Ce qui fait que c'est logique que ce changement de société à propos de la relation dans le mariage avec les multiplications des divorces font que dans les associations, on rencontre difficilement les pères, les hommes. Nous, on voit beaucoup dans les séparations. L'un des parents, celui qui a l'enfant, qui déménage, par exemple. Des fois, on voit aussi que celui qui n'a pas l'enfant déménage aussi pour différentes raisons, soit professionnelles, soit pour retrouver de la famille. Donc, de ce fait, souvent le père se trouve éloigné de l'école. Donc il n'est pas très présent à l'école parce qu'il faut prendre un billet de train ou un billet d'avion pour se déplacer, c'est pas très facile. Et puis en plus, dans certaines associations de parents d'élèves, les pères se voient refuser la présence et l'inscription parce qu'on leur dit « Ah ben non, c'est pas vous qui avez l'enfant à charge ». Je ne dis pas toutes les associations de parents d'élèves, mais certaines associations. Donc je veux dire que quand on est séparé et qu'on n'a pas la résidence qui nous a été confiée, la résidence de l'enfant, on se trouve face à la difficulté des institutions, écoles, hôpital ou autres, plusieurs institutions, caisses d'allocation familiale, impôts, etc., où les pères sont déjà marginalisés, et que de ce fait, ça entraîne le fait qu'ils sont évidemment pas très présents dans les associations de parents d'élèves. Vous voyez comme alors, les conséquences sur s'enchaînent. cette marginalisation des pères, est-ce que c'est une marginalisation institutionnelle, discriminatoire et discriminatoire à leur endroit, ou est-ce que ça n'est pas tout simplement la conséquence de ce que, quand bien même le couple est ensemble, que déjà le père n'est pas nécessairement aux premières loges en termes d'accompagnement de la scolarité des enfants? Moi, je pense que tout dépend de la relation déjà, comment a été au démarrage et pendant, jusqu'à l'évolution des choses, jusqu'à ce que le divorce arrive. Mais en parlant de l'institution, de l'éducation nationale, je reviens encore sur ce guide, il est inscrit exactement la même chose que dans les ordonnances de non-conciliation ou de divorce, où ils disent que l'autorité parentale est partagée. Donc, quand par exemple il y a des réunions, l'école est obligée d'informer les deux parents. C'est pour ça que certaines institutions, comme les établissements, parce que là on parle des établissements scolaires, ne le suivent pas et l'acceptent très mal. Surtout l'école maternelle, primaire. Crèche, bon, c'est différent parce que parfois les parents, ils essayent de s'arranger pour aller chercher l'enfant, ainsi de suite. Mais c'est vrai qu'à partir de la maternelle et la primaire, c'est compliqué parce que les professeurs, bon, c'est vrai qu'on leur demande beaucoup aussi à ces professeurs. Moi, je parle par exemple du 20e parce que je suis dans le 20e, on a 40% de parents monoparentales. Et dans ces parents, il y en a qui ne parlent pas bien le français, et donc tout se repose sur l'enfant. Et à partir de là, demander à l'enfant de traduire à ses parents... Une heure de colle? Pas obligatoirement, non, je ne parle pas de l'heure de colle. Que, par exemple, pour les votes des parents d'élèves, que les deux parents peuvent voter. Enfin, je veux dire, l'enfant, aujourd'hui, est un adulte. Tout simplement. Un adulte malgré lui. Voilà, exactement. Un adulte précoce. Et ce que je reviens encore aussi sur l'exemple de ma fille qui me disait, mais il y a le droit de l'enfant, mais ce droit de l'enfant sur le terrain n'existe pas. N'existe pas dans le sens, il y a le droit et le devoir des enfants. On leur inculque ça à l'école. Mais au moment où ils ont envie de s'exprimer, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Ils ont le droit de faire leurs devoirs, ils ont le droit d'avoir des devoirs, mais ils n'ont pas le droit d'avoir accès à leurs droits. C'est compliqué. En tout cas, dans la pratique. Dans la pratique, oui. Ouais, mais c'est compliqué parce que de fait, vous parlez de droits de l'enfant, c'est le sujet d'aujourd'hui. Mais les droits de l'enfant, c'est marqué où? Il n'y a pas grand-chose qui est indiqué dans les textes. Même si de temps en temps, il y a des essais, des tentatives pour il y a même une journée internationale des droits de l'enfant, c'est au mois de novembre. Oui, d'accord, mais attendez, c'est plus compliqué que ça. D'une part, parce qu'on ne connaît pas bien cette Convention internationale des droits de l'enfant, puisque la journée du 22 novembre, je crois, c'est le 21 ou le 22 novembre, consacre cette Convention internationale. Mais cette Convention internationale, j'ai envie de dire qu'elle n'est pas tellement faite pour la France. La preuve sur ce dont on parle. L'article 9 de la Convention
dit exactement le contraire de ce que nous étions en train d'affirmer. L'article 9 dit que les parents doivent avoir les mêmes droits, sauf en cas, deux choses, sauf en cas de maltraitance et de séparation. Ce qui fait que il y a une tradition, et avec le relais des institutions, qui font que quand on est séparé, c'est pas pareil pour le père et la mère, c'est pas pareil pour celui qui a l'enfant à charge et celui qui est considéré ne pas avoir l'enfant à charge. Mais pourquoi la France a-t-elle ratifié cette convention internationale tout de même, ou alors ne se met pas à jour? Il y a plein de bonnes choses, sauf que quand on parle de divorce et de séparation, eh bien il se trouve, reprenez l'article 9, deuxième alinéa de l'article 9, dit que justement dans la séparation, ça sera une exception, il n'y aura pas égalité entre les deux parents. C'est-à-dire qu'il y a un principe que nous, on voudrait que l'enfant puisse avoir droit à ses deux parents, qui est presque contraire à la Convention internationale. Alors, vous voyez qu'il faut lire un petit peu le détail. Alors, plus il y aura des textes, style un guide ou du travail sur la parentalité, mieux ça sera. Mais en revenant sur cet exemple-là de l'article 9, moi je pense qu'il faut le retravailler encore dans le sens où on dit l'autorité parentale est partagée. Mais quand l'enfant, il y a les droits de visite, il y a 1, 3, 5 et aussi pendant les grandes vacances. Mais quand l'enfant est avec un des parents, on dit que l'autorité parentale est partagée, mais quand l'autre va embêter, le parent qui a la garde et l'autre qui n'a pas la garde... Alors, excusez-moi, je suis en train de m'embrouiller parce qu'il y a plusieurs choses dans ma tête, en fait. Première chose, quand il y a une chose que je ne trouve pas normale. Premièrement, quand le parent qui a la garde, s'il ne présente pas l'enfant, risque des droits d'être emprisonné et d'amende. Le parent qui n'a pas la garde, lui, peut faire ce qu'il veut, entre guillemets. Je dis entre guillemets. C'est-à-dire, moi j'ai un exemple tout simple. Excusez-moi de venir sur ma vie privée. J'ai une petite fille de 2 ans et demi. Oui. Le père s'amuse avec l'article, disant qu'il faut que je présente l'enfant. Pas de souci. Il m'envoie un mail en disant qu'il va prendre bien la petite à 10h le samedi et la ramener au lieu de 19h, 18h. Je lui dis, vu que notre relation se passe, c'est très compliqué, le mieux c'est de respecter le jugement, donc 19h. Il a joué là-dessus parce qu'il a envoyé un mail en disant que, en ramenant la petite à 18h. Moi, je n'étais pas présente. Il y avait la grande sœur de 16 ans, celui de 15 ans et des amis, des adultes qui étaient présents à l'appartement. Lui, il a dit, comme la mère n'est pas là, je ne vous donne pas l'enfant. La grande sœur, qui est un peu rebelle, dit, c'est ma sœur, je ne vois pas pourquoi tu ne la laisses pas. Donc, il y a déjà cette complexité-là, sachant qu'il y avait aussi un adulte. Donc, on dit en plus qu'on a le droit de donner l'enfant à une personne de confiance. Ouais, mais c'est pas non, mais ce que je veux dire, c'est pour ça qu'il faut travailler là-dessus. C'est ce que disait madame. C'est la communication qui est non, mais ce que je trouve injuste, compliquée. c'est que, comme nous sommes à 2 à faire l'enfant, pourquoi, à ce moment-là, il n'a pas la même pénalité pour la personne qui n'a pas la garde de l'enfant? Alors, si vous voulez bien... Ce qui obligerait aux 2 parents de respecter l'enfant, ne pas l'emmener au commissariat. Un enfant de 2 ans et demi au commissariat, excusez-moi, le père a préféré emmener la petite de 2 ans et demi au commissariat, excusez-moi, mais moi, ma petite, après ce qui s'est passé, dès qu'elle entend le pimpon de la police, elle me dit, maman, c'est la police, je dis oui, et elle me dit, papa, amenez-moi police, c'est pas gentil. À 2 ans et demi, c'est très dur. Je n'accuse pas le père voilà, mais je veux dire, ça arrive dans les 2 côtés. Nous l'avions dit au début de cette émission, c'est un sujet à tiroir et vous le voyez bien, il y a beaucoup d'aspects à aborder. Alors, madame, avant que de vous redonner la parole, monsieur, pour conclure, néanmoins, les enfants qui sont scolarisés doivent le demeurer, avec toutes les configurations dont on vient d'en entendre un exemple, et d'autres encore. Comment font les associations de parents d'élèves ? Les associations de parents d'élèves sont là pour défendre l'intérêt de l'enfant et je vous avoue que c'est souvent compliqué parce qu'on a des enfants pour lesquels on n'a pas de solution dans le système éducatif. Donc moi je trouve que ce serait bien qu'on décloisonne. C'est-à-dire que l'école, les services sociaux, les services de santé, qu'on puisse avoir plus de liens pour que l'enfant puisse être soutenu, accompagné. Ne soit pas morcelé. Oui, parce que c'est ce qui se passe actuellement. Et juste pour revenir sur ce qui se disait là... Et pour finir, oui. Pour finir, je trouve que c'est important de se recentrer sur les droits de l'enfant, parce que moi, ce que j'entends là, on parle du droit des adultes
avoir leur enfant. Sauf que les droits des enfants, vous l'avez entendu, déjà eux-mêmes sont complexes. Alors, monsieur, Ouais. vous avez le mot de la fin sur tout ce qui vient d'être dit, si seulement on peut conclure d'ailleurs. C'est presque une suite. Je dirais qu'il y a la question du droit. Qui est écrit, alors c'est un peu flou ce qui est écrit, aussi bien au niveau du droit des parents qu'au niveau du droit de l'enfant, c'est quand même très flou, mais ce qu'il faut c'est valoriser énormément la communication, il faut maintenir une bonne communication parce que avec le dialogue on peut espérer beaucoup de choses. Or souvent l'enfant dans la séparation devient un enjeu affectif évidemment, donc devient un enjeu et puis les parents se bagarrent et donc c'est pas normal, il faut vraiment valoriser la communication, c'est pour ça que je parlais de médiation familiale qui est un travail sur la communication. C'est vrai qu'il n'y a pas que le droit. Malheureusement, on est peut-être dans une société où on s'appuie trop sur le droit et qu'on oublie les rapports entre les gens, les rapports interindividuels, les rapports humains, surtout quand il est question de nos enfants, des enfants qu'on a fait ensemble. C'est tellement important et merveilleux. Et je voulais juste te dire, puisqu'on parle de communication, n'oublions pas de communiquer avec nos enfants. Nous allons terminer là-dessus en vous remerciant tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Madame, monsieur, si vous voulez prolonger cette discussion, merci de nous écrire à ladyvousécoute@telesud.com et nos invités pourront continuer à orienter ces propos en fonction de vos besoins respectifs. Merci encore, à demain.